Donc, je vous remercie tous d'être présents ce soir pour ce nouveau meeting Zoom organisé par l'Union marocaine de football américain. Merci à son président de m'avoir invité. Merci à tous d'être présents pour ce soir. Donc, ce soir, on va parler de quelque chose qui est un petit peu moins sexy que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Vous avez parlé des QB, des receveurs, de la passe. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu, j'allais dire, ce qu'on appelle, nous, les hommes de l'ombre, et notamment le travail de la ligne offensive. Donc, cette intervention va se dérouler en 6 parties. Tout d'abord, une très rapide présentation personnelle. Ensuite, la philosophie que moi, je développe par rapport au poste de O-line. Tout ce qui est position de base du O-line, bloc de course, bloc de passe, et ensuite une session de questions-réponses, si vous en avez. À chaque fois, notamment pour la partie bloc de course et bloc de passe, ça sera agrémenté par des petites vidéos qui permettront de vraiment bien comprendre. Tout d'abord, la présentation personnelle. Donc, je m'appelle Sébastien Bijasson. J'ai joué au football américain de 1989 à 2012, que ce soit aux Black Panthers de Thonon, aux Argonautes d'Aix-en-Provence et aussi aux Centurions de Nîmes. J'ai eu la chance de faire plusieurs finales de championnat de France élite, championnat de France de deuxième division, et j'ai été membre de l'équipe de France de 98 à 2003, avec notamment la participation à la Coupe du Monde en 2003. Ensuite, j'ai été coach, principalement pour l'équipe de Nîmes, et je suis aussi coach pour le Pro Football Hall of Fame Academy, qui est donc une organisation qui est affiliée à la NFL, et donc notamment sur certains événements avec des coachs NFL, Rod Woodson qui était présent la semaine dernière par exemple. Donc voilà un petit peu, toute ma carrière, j'ai joué offensive line, donc c'est vraiment un poste que je connais bien, j'ai joué à toutes les positions, que ce soit tackle, garde, et pour finir en tant que centre. La philosophie, pour moi, du joueur de ligne offensive. Donc, comme vous allez pouvoir voir dans ce petit texte que j'ai trouvé sur Internet et qui est vraiment très bien fait, que je vais vous lire, qui résume pour moi ce qui est vraiment la philosophie du O-line. Et en fait, en tant que O-line, à la seconde où vous avez mis les mains dans le sale, vraiment de ce qu'on appelle dans le sale travail, vous avez fait un choix. Le choix de travailler dans l'anonymat. Le choix d'être le premier joueur à être blâmé lorsque quelque chose ne va pas comme il faut et le dernier à être félicité quand tout va bien. Vous avez fait le choix de vous débarrasser de votre ego et de vous présenter chaque jour à l'entraînement pour les autres. Vous abandonnez les étoiles, la gloire, les stats, parce qu'un O-line n'a aucune statistique, pour la satisfaction personnelle de savoir que sans vous, l'équipe n'a aucune chance de succès. Savoir que sans vous, un QB ne peut pas lancer de TD, qu'un running back ne peut pas gagner de terrain et que le receveur n'a aucune chance d'attraper le ballon. Vous comprenez que personne dans le stade ne s'intéresse au O-line à moins qu'il ait fait une erreur. On apprend à un O-line à être violent mais protecteur. On lui apprend à jouer salement mais à se retirer au coup de sifflet. On doit avoir une mentalité de tueur sans vouloir faire de prisonnier. Vous devez aller à un match en sachant que quel que soit le joueur aligné en face de vous, personne n'est plus fort, plus méchant et meilleur que vous. Et une fois que le match sera terminé, que ce soit une victoire ou une défaite, vous resterez humble. La force physique, la puissance et la nature protective sont liées à tous les grands joueurs de ligne offensive. Quand vous décidez de jouer en O-line, vous devenez le joueur le moins connu de l'équipe, mais la position la plus importante. Et il faut vraiment que les joueurs qui décident de se mettre à ce poste apprennent cela, comprennent cela, qu'ils viennent à chaque entraînement prêts à se battre et prêts à faire la différence pour gagner le prochain match. Parce que jouer sur les lignes, offensives ou défensives, fait la différence entre les hommes et les garçons. Pas tout le monde n'est capable de jouer dans les tranchées, mais ceux qui le peuvent seront toujours le ciment d'une équipe. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit texte que j'ai lu, que j'avais trouvé plusieurs fois en plusieurs parties et qui résume vraiment ce que c'est un O-line. J'ai joué pendant plus de 25 ans, je n'ai jamais marqué un TD. Je n'ai pas une stat offensive. Les seules stats que vous voyez pour les O-line en NFL, c'est le nombre de matchs qu'ils ont joués. Un receveur, il a ses catchs, un running back, il a ses TD, ses yards. Les défenseurs ont tous des statistiques, les plaquages, les sacs, les interceptions. Le O-line n'en a pas. Et je pense qu'entre coachs, en tant que coach,
Quand vous sentez qu'un joueur n'a pas cette fibre-là pour jouer au line, parce qu'il veut briller, parce qu'il veut être important, lui personnellement, ben, il ne faut pas le mettre au line parce que être au line, c'est faire preuve d'abnégation, accepter que ça soit l'autre qui soit applaudi parce qu'il a lancé la balle, parce qu'il a couru. J'ai rarement vu dans un stade, quand la O-line faisait bien son job, que le running back court, que les gens disent ouais, c'était un beau trou qui était réalisé. Non, c'était une belle course. Et c'est toujours le running back qui a la gloire. Et ça, il faut vraiment l'intégrer, c'est très, très, très important. Concernant les caractéristiques mentales d'un bon line, qui pour moi sont même plus importantes que les caractéristiques physiques. Premièrement, une des plus importantes, le O-line, malgré ce qu'on peut penser, est quelqu'un de très, très, très intelligent. Parce qu'il faut être capable de réagir en une fraction de seconde. Il faut être capable de savoir ce que tout le monde fait. Moi, quand je jouais aux Argonautes d'Aix-en-Provence, mon coach, Darren Holmes, un Américain, me demandait de connaître ma position de centre, savoir ce que les deux gardes faisaient, ce que les deux tacles faisaient, ce que le running back, le fullback faisait, comment le QB se retournait, pour apprendre vraiment le jeu au maximum. Donc être au line, c'est pas juste être un bourrin qui pousse, c'est vraiment faire preuve d'intelligence. Il faut une éthique de travail, c'est-à-dire qu'il faut accepter de recommencer, recommencer et encore recommencer. Et il faut accepter que les gens ne voient pas les 10 fois où vous avez fait un bon bloc, mais qu'ils vous engueulent la 11e fois parce que vous l'avez raté. Et pour ça, il faut avoir un bon caractère. Parce que c'est compliqué de se dire que vous allez travailler pour les autres. Vous allez travailler pour que les autres brillent. Vous allez travailler pour que les autres puissent être sous les lumières. Et pour ça, il faut vraiment un bon et une force de caractère. Il faut faire preuve d'humilité, de faire passer l'équipe en premier. J'ai jamais marqué, mais j'ai été champion de France. Et pour moi, c'est ce qui m'importe le plus. Si pour un joueur, c'est plus important pour lui de marquer que de gagner, il ne peut pas jouer au line. Donc c'est vraiment très, très important, cette notion d'humilité, de faire passer l'équipe avant soi, de faire passer le coéquipier avant soi. Parce que le O-line est une fois encore un travailleur de l'ombre. Et très important aussi, la capacité de travailler en équipe. Un receveur, il est tout seul dans son coin, il fait son tracé, il doit faire un fade, il fait un go, il court vite, il attrape la balle. Le O-line, on travaille à 5, c'est important. Que le centre travaille avec les gardes, qu'on travaille avec les tacles. Et s'il n'y a pas ce travail d'équipe, bah, ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est très, très, très important, cette notion d'unité. On appelle ça une ligne offensive. On travaille vraiment tous ensemble. Ça, c'est pour moi les caractéristiques mentales d'un bon line. Ensuite, concernant les caractéristiques physiques, vous remarquerez que d'après mes critères et d'après ce que j'ai lu et d'après mon expérience, la force n'est pas la première des qualités physiques. Pourquoi? Parce que si vous avez quelqu'un qui est très fort mais qui ne sait pas se déplacer, il ne sert à rien. Il sera très fort sur une petite zone. Donc, la principale caractéristique physique d'un bon line, c'est d'avoir des bons pieds, des pieds rapides, qui se déplacent, qu'il soit capable de bouger très, très, très rapidement. Qu'il ait de la flexibilité, de la souplesse. Et on le verra plus tard avec des petites vidéos. Qu'il sache utiliser ses mains. Parce que c'est pareil, il a des bons pieds, il sait bien se déplacer, mais s'il ne sait pas positionner ses mains, ça ne servira à rien. Ensuite, bien évidemment, de la force, de la vitesse et de la puissance. Si vous entraînez des O-line, il faut à tout prix leur faire comprendre que c'est la position la plus importante sur le terrain. Et si quelqu'un n'a pas toutes ces caractéristiques, ça ne pourra pas être un excellent lineman offensif. Alors, quand je dis ça, je parle à très très haut niveau. C'est sûr que dans des ligues comme le championnat de France ou comme au Maroc, quelqu'un n'aura peut-être pas évidemment toutes ces caractéristiques-là. Mais ça sera le rôle du coach de le faire travailler sur ses points faibles pour le faire progresser. Voici ce que moi j'appelle le must-have, ce qui est obligatoire pour un joueur de ligne offensive. Tout d'abord, alors ça va paraître une banalité, mais qui est essentielle, connaître son playbook par cœur.
Parce qu'il n'y a pas d'à peu près. Parce que si le jeu part à droite, le premier pas ne se fait pas à gauche. Parce que si on fait un counter, ce n'est pas le même bloc qu'un sweep, ce n'est pas le même bloc qu'un dive, ce n'est pas le même bloc qu'un double team, qu'un ISO. Et si on ne connaît pas son playbook par cœur, eh ben on fait de l'à peu près. Et si on fait de l'à peu près, c'est dangereux pour nous, parce que je vous rappelle que c'est ce poste-là qui fait la différence entre les hommes et les enfants. Donc c'est dangereux pour nous et pour nos coéquipiers qui peuvent se blesser parce que nous ne connaissons pas notre jeu. C'est très important de savoir ce que font les autres joueurs de la ligne offensive. C'est pas parce que je suis tacle à gauche que je dois pas savoir ce que fait l'autre tacle. Parce qu'on travaille en équipe, tous ensemble. Donc moi, ce que je demande à mes joueurs de ligne offensive, c'est de savoir ce que tout le monde fait. Et ça permet de bouger en unité, de travailler en équipe. Et ça, c'est très, très important. Ne pas se dire, bah, moi, je fais ça et je sais ce que je fais. Oui, mais il faut savoir ce que l'autre fait pour pouvoir l'aider s'il a besoin d'être aidé, pour pouvoir appeler des schémas de bloc, pour pouvoir travailler avec lui. Donc, cette notion de travailler ensemble est très, très importante. Il faut apprendre le football et savoir reconnaître les défenses adverses. Une défense 43 ne sera pas bloquée de la même manière qu'une défense 34 et encore moins qu'une défense 44. Et si le joueur de ligne offensive ne sait pas ça, son bloc sera automatiquement raté. Il faut connaître ses assignations et les respecter. Si moi, je dois aller bloquer le premier joueur à ma droite, ben, je ne vais pas aller au deuxième, parce que le deuxième, il est assigné à quelqu'un d'autre. Chacun faire son travail. Si sur une passe pro, je suis responsable du centre, du nose en tant que centre, eh ben, je bloque mon nose et je fais confiance à mes coéquipiers. Mon assignation, c'est celle-là et je la respecte. Et je pars du principe que les 4 autres de la ligne feront leur travail. Quelque chose de primordial, et ça, il y en a toujours un dans une équipe, ne pas vouloir faire le pompier de l'équipe. C'est-à-dire que moi, je vais aider à droite, je vais aider à gauche, je vais aider à l'extrémité. Mais non, fais ton travail et que ton travail et fais-le bien. Et surtout, fais confiance à tes coéquipiers pour qu'eux fassent le leur. Si chacun fait son travail, ça marchera. Mais si on a quelqu'un qui commence à partir à gauche, à partir à droite, d'un seul coup, ça ne marche plus parce que tout le monde est perdu. Donc, il ne doit pas y avoir de pompiers dans l'équipe. Sur la ligne offensive, c'est obligatoire de communiquer. Obligatoire. De dire, moi, je bloque lui, je prends lui, on fait un double team ici. Même si l'adversaire le sait, c'est pas grave. Au moins, nous, on est sur la même page. Ne pas communiquer, c'est être voué à l'échec. Parce qu'en communiquant, bah, ça permet de dire aux gardes, OK, on fait un double team, OK, monte au deuxième rideau, moi, je prends ton gars. Et comme ça, tout le monde travaille ensemble. Et on revient une fois encore sur la notion de travail d'équipe. Un online doit toujours garder son calme et son sang-froid. Pourquoi? C'est lui qui fait les blocs. Donc, s'il ne garde pas son calme, s'il ne garde pas son sang-froid et qu'il s'énerve, il va faire des fautes. On va peut-être faire un gros jeu, il fait une faute, un holding, une faute personnelle, et on prend des yards de pénalité. Ça ne sert à rien. On garde son calme, son sang-froid, et on oublie l'action passée et on se remet dans l'action suivante. Quelque chose d'évident, jouer à 120% entre les deux coups de sifflet de l'arbitre. Bah oui, comme vous voyez sur la petite photo de dessous, tout le monde est regroupé en l'espace de 5 mètres. Bah, si quelqu'un s'arrête, si quelqu'un joue à 50%, c'est comme ça qu'il va se blesser. Une fois encore, il faut accepter de ne recevoir aucune gloire, aucune stat, aucun honneur. Il faut accepter de faire passer l'équipe avant soi et accepter que ce soit les autres qui brillent. Est-ce que, sur cette première partie philosophique, j'ai envie de dire, de la ligne offensive, quelqu'un a des questions? Sinon, on passe à la deuxième partie. C'est parfait de ma part. OK, donc on est très clair là-dessus. Maintenant, on va passer sur la position de base du lineman offensif. Donc, la position de base, moi, personnellement, je préfère ce qu'on appelle le three-point stance, la position en 3 points d'appui. Pourquoi? Parce que la position de 2 points, on est tout de suite beaucoup plus relevé. Ça demande une grosse force physique. Alors, c'est quelque chose maintenant qui est très présent en NCAA ou en NFL parce que le jeu est à 75% de passes. Maintenant, je ne pense pas qu'au Maroc et même en France,
notre jeu soit encore orienté à 75% de passes. On est plus sur du 50-50, ce qui est logique. Et donc, être en position de 3 points d'appui permet vraiment de garder cette balance entre jeu de passe et jeu de course. La règle veut que les joueurs qui soient situés à gauche du ballon, comme vous voyez sur le petit dessin ici, là vous avez le ballon, les joueurs situés à la gauche du ballon posent toujours leur main gauche au sol. Les joueurs situés à la droite du ballon posent toujours leur main droite au sol. Pourquoi? Tout simplement parce que comme cela, en posant leur main droite au sol, mécaniquement, ils avanceront leur pied gauche pour les joueurs qui sont à droite et ils avanceront leur pied droit pour les joueurs qui sont à gauche. Et donc, ça va bloquer le chemin le plus court au QB, le QB se situant ici. Automatiquement, ils auront leur pied intérieur qui sera en dedans, leur pied fort, et ça permet de bloquer toute pénétration rapide sur le centre. Si le joueur qui est de ce côté-là est plus à l'aise avec la main gauche au sol, qu'est-ce qui va se passer? Il va reculer ce pied-là et il va créer une ligne, il va créer un couloir pour les défenseurs pour aller au QB. Alors je sais que des fois on dit ouais, mais il vaut mieux que le joueur soit à l'aise, il se met comme il veut. Oui, mais autant travailler comme il faut sur des bonnes bases. Donc, les joueurs qui sont à la gauche du centre, main gauche au sol. Les joueurs qui sont à la droite du centre, main droite au sol. Règle de positionnement. Deuxième règle concernant la position des pieds. Les pieds ne doivent pas être alignés. Le pied extérieur, donc là, on suppose que le ballon est à la droite. On a la main gauche au sol, le ballon est à droite du joueur. Donc, le pied droit est avancé et la pointe de pied du pied reculé est située à la hauteur, à la moitié du pied avant. Ce qui fait que le joueur va avoir une force sur ce pied. Le pied est un petit peu en angle, mais on verra plus tard. Mais le pied arrière est reculé d'une demi-longueur par rapport au pied avant. Donc, pied avant, pied arrière, reculé d'une demi-longueur par rapport au pied avant, main gauche au sol, et là on a une parfaite position, un parfait équilibre entre les pieds et les mains. Concernant l'écartement, donc là vous avez des photos qui expliquent très bien ce qu'il ne faut pas faire. Sur la partie de gauche, les pieds sont trop serrés, comme vous pouvez le voir. Les pieds sont quasiment à l'intérieur des épaules, ce qui fait que le joueur n'a pas d'équilibre. Si là le joueur il enlève sa main, il se casse la figure. Sur la photo de droite, les pieds sont trop écartés. Ce qui fait que si le joueur a un bloc à angle à droite ou à gauche, il n'a plus d'équilibre, il est quasiment déjà en surextension. Vous voyez là les mollets tout tendus, il sera incapable de faire un pas à droite ou un pas à gauche sans tomber. La position idéale, j'étais un peu trop vite. La position idéale, c'est d'avoir les pieds légèrement plus larges que la largeur des épaules. Donc, on se met en position, bien à l'aise, les pieds légèrement plus larges que la largeur des épaules. Si on est à gauche, main gauche au sol, pied droit en avant. Concernant la répartition du poids. La répartition du poids doit permettre au joueur, quand il est en position 3 points d'appui, d'enlever sa main sans se casser la figure. Si vous prenez sur la photo de gauche, on voit qu'il a sa pointe de pied qui est décollée derrière. Ce qui veut dire qu'il a tout son poids sur la main avant. Ce qui veut dire que s'il doit partir en arrière, ça ne sera pas possible. Sur la photo de gauche, on voit que son coude est quasiment collé à son genou, ce qui fait qu'il a tout son poids sur les talons. S'il doit partir sur un bloc de course par l'avant, ce n'est pas possible. En plus, là, les pieds sont quasiment à la même hauteur, comme vous pouvez remarquer. Alors que sur la dernière photo, il a sa pointe de pied à la moitié du pied avant, son bras posé, un bon espacement. S'il enlève sa main, il ne tombe pas. C'est la position idéale pour un bloc de course ou un bloc de passe. Concernant le pied extérieur. Le pied extérieur, alors c'est vrai qu'il y a des anciens coachs qui disent que les deux pieds doivent être parallèles. Les nouvelles méthodes veulent que le pied extérieur soit un petit peu tourné, pointe de pied vers l'extérieur, pour avoir une bonne stabilité au niveau de la semelle intérieure et surtout pouvoir pousser sur ce pied-là. Donc le pied extérieur
doit permettre d'assurer la stabilité et le poids doit être rétabli sur l'ensemble de l'intérieur du pied. Donc, surtout pas le pied tourné vers l'intérieur, parce que là, si le joueur doit partir à droite, c'est impossible pour lui. Mais vraiment, avoir une ouverture de pied, j'ai envie de dire de 45 degrés maximum, qui permettent au joueur de partir sur sa gauche, sur sa droite, et d'avoir un bon équilibre. Concernant la position des mains, la main avant doit être positionnée à la hauteur des yeux pour assurer un bon équilibre. Celle-ci doit permettre de garder l'équilibre au joueur. Elle doit être retirée et posée au sol sans que le joueur tombe. C'est ce qui nous garantit une bonne balance. Concernant la main opposée, personnellement, je préfère quand elle est ouverte. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'aller très rapidement, ce que j'appelle graber, attraper le maillot adverse. Si elle est fermée, on a un petit temps, une petite perte de temps entre le moment où on va bouger et le moment où on va puncher dans l'adversaire. Donc, la main libre reste ouverte, prête à puncher, prête à graber le maillot de l'adversaire. Concernant la position du dos, donc là, on a vu les pieds, on a vu les mains, on a vu le positionnement au sol, on a vu tout ce qui était sur la partie basse du corps. Maintenant, concernant le dos. Le positionnement du corps, le dos, il doit être plat. Donc, comme vous voyez sur la photo de droite, et non pas arrondi. Les genoux doivent être pliés à 90 degrés, et non pas à 120 degrés comme sur la photo de gauche. Les fesses doivent être relevées et la tête haute pour regarder devant tout ce qui se passe. Sur la photo de gauche, le joueur est incapable d'attaquer vers l'avant sur un jeu de course. Sur la photo de droite, le joueur est capable aussi bien de faire un jeu de course que de faire un jeu de passe. Pour résumer, la posture du O-line, la position peut varier considérablement en fonction de votre morphologie. C'est sûr que si on a un joueur qui est très grand, qui est très massif, à un moment, il faut qu'il passe en 2 points d'appui. Mais toutefois, il faut vraiment que l'attaquant soit à l'aise dans la position dans laquelle il se trouve. La clé pour être bien, c'est de trouver ce qui va le mieux pour vous et surtout d'en faire une habitude qui se répète toujours. C'est-à-dire que si vous êtes plus à l'aise avec le pied un petit peu plus ouvert ou un petit peu moins ouvert, gardez toujours cette même position. En résumé, il faut que votre base soit légèrement plus large que les épaules, que la pointe de pied arrière soit positionnée sur la moitié du pied avant, que le pied extérieur est tourné légèrement à 45 degrés maxi, les genoux à 90 degrés alignés avec les hanches, la main au sol, les 5 doigts fermes, très peu de poids vers l'avant et on doit être capable d'enlever sa main sans tomber. La main qui est libre doit être ouverte, prête à aller accrocher l'adversaire et avec le coude dedans. Il faut que le dos soit plat, avec un bon équilibre, ni trop penché en avant, ni trop penché en arrière. Et les yeux doivent être en avant, la tête haute, pour regarder ce qui se passe devant nous avec l'adversaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la position du lineman offensif? Non, c'est parfait. OK. Donc, pour le lineman offensif, on a 2 types de blocs. En tout cas, j'ai résumé en 2 types de blocs. On va éviter tout ce qui est les screen pass, les jailbreak et tout ça. Vraiment, le bloc de course, le bloc de passe. Donc, on va commencer avec ce qui fait le plus rêver le lineman, le bloc de course. Pourquoi est-ce que ça fait plus rêver le lineman? Parce que sur un bloc de course, comme on peut le voir sur cette image-là, vous amenez quelqu'un à un endroit où il n'a pas envie d'aller. Et il n'y a rien de plus satisfaisant pour un O-line de prendre un D-line qui est devant vous, de le déplacer de 5 mètres pour faire une brèche, un couloir de course pour votre running back. Ce qui est très important dans le bloc de course, c'est ce qu'on appelle le first step, le premier pas. Celui-ci doit être court, explosif et dans la bonne direction. Et malgré ce qu'on peut croire, que c'est quelque chose de très bêta, il existe 5 grandes familles de pas pour les linemen. Et en fonction du jeu qu'on fait, en fonction du bloc qu'on veut faire, le premier pas ne peut pas être de la même manière, sinon ça ne marche pas. Exemple, comme vous voyez ici, donc là c'est le corps du lineman,
ces deux pieds, si on fait ce qu'on appelle un drive step, le A, c'est un pas juste devant nous, très court. Il permet de mettre le pied dans la direction du point d'attaque. Il est utilisé principalement pour tout ce qui est base block, dive, où le lineman est juste en face de nous et qu'on veut vraiment faire un jeu en force et l'attaquer directement. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle un lead step. Il est plus utilisé quand on veut faire de l'inside zone, un down block, un chip block. Donc, on veut aller bloquer un lineman qui n'est pas en face de nous, mais qui est légèrement décalé à 45 degrés. Mais regardez ce que je viens de vous dire. Si le lineman qu'on veut bloquer est à notre gauche, mais qu'on fait un drive step droit en face de nous, on ne peut pas le bloquer parce qu'on va le croiser, tout simplement. Donc, il faut vraiment à ce moment-là penser à faire son lead step ou down block step pour aller couper la route du défenseur. Concernant le pas numéro C, le slide step, il est utilisé pour les outside zones, quand on veut aller chercher un adversaire qui est vraiment dans un trou, qui est vraiment sur une couverture d'un autre lineman. Donc là, on fait vraiment un pas latéral et après, on remonte sur sa zone de blocage. Le D, c'est ce qu'on appelle drop step. Alors, je sais que les blocs de course, en théorie, sont tous vers l'avant. C'est ce qu'on apprend au lineman. Et toujours, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est que ce premier pas soit vers l'avant. Le drop step et le bucket step sont vraiment des pas qui permettent de nous repositionner et surtout d'aller bloquer des D-lines qui sont hors de notre zone de bloc habituelle. Par exemple, on fait un outside zone et mon D-line où je monte sur le linebacker, deuxième rideau, il est vraiment éloigné à mon extérieur. Ça ne sert à rien que je prenne un bloc à angle parce qu'il va me battre. Donc, je fais drop step ou bucket step qui sont plus ou moins reculés, plus ou moins à angle. Mais comme vous voyez le E, par exemple, à partir du moment où je vais faire bucket step ici, bah, mon autre pied va venir se mettre pareil et les hanches vont me permettre de vraiment partir à angle sur mon linebacker. Alors que si j'avais attaqué tout droit ou même en down block, bah, je n'aurais pas été capable de venir couper le chemin. Donc, c'est très important pour les O-line de maîtriser ces pas-là qui doivent être courts, explosifs et dans la bonne direction et utilisés à bon escient en fonction du bloc. Et on revient à ce que je disais au début, où il faut connaître son playbook, il faut connaître le jeu. Est-ce que là, je fais un dive, un jeu en puissance au milieu, et j'utilise un drive step? Ou alors, est-ce que je fais outside zone? Il faut que j'aille bloquer un deuxième rideau, et auquel cas, je fais bucket step, ce qui n'est pas du tout le même travail. Donc, c'est très important pour les O-line de maîtriser cette notion de premier pas. Concernant les règles du bloc de course, du run block, la première règle, c'est qu'il faut exploser en avant à travers votre adversaire. Le premier pas doit être positif vers l'avant. Il faut positionner les mains à l'intérieur avec les pouces vers le haut. Toujours les pouces vers le haut quand on bloque. Si vous regardez les O-line, sur la petite image que vous avez ici, il va bloquer son adversaire, le pouce vers le haut. Là, les pouces vers le haut. On va voir juste après une petite vidéo de Bob Wiley, qui est un ancien coach, notamment des Cleveland Browns, des Oakland Raiders, et qui est vraiment l'un des meilleurs coachs de la ligne offensive, qui va expliquer pourquoi il faut notamment positionner le pouce vers le haut. Le point de cible doit correspondre au numéro du défenseur. Alors, il faut positionner sa tête comme il faut, il faut mettre... excusez-moi. Il faut positionner sa tête comme il faut mettre ses mains comme il faut, mais en tout état de cause, il faut que les mains soient sur le numéro. Il faut garder les coudes et les mains à l'intérieur. Et là, pareil, on verra sur la vidéo suivante pourquoi il est important sur les blocs de course d'avoir ses coudes et ses mains à l'intérieur. Les pieds doivent être largeur des épaules. Les pieds doivent être toujours actifs et ils ne doivent jamais s'arrêter de pomper. Comment est-ce que vous voulez déplacer un D-line qui fait 100, 110, 120 kilos si vos pieds ne bougent pas? C'est obligatoire. Il faut rester bas. La règle est que le joueur le plus bas gagne la guerre des tranchées. Plus vous êtes haut, la ligne offensive, c'est de la mécanique, c'est de la physique. Plus vous êtes haut, plus votre point d'équilibre sera haut. Donc, plus vous serez facile à faire tomber. Plus vous serez bas, plus votre point d'équilibre sera bas. Donc, plus ça sera difficile
pour le D-line à vous bouger. Concernant la technique à proprement parler, il est important pour le O-line d'engager ses bras, ses hanches et de finir son bloc. On voit souvent des O-line qui vont au contact à l'impact, qui arrêtent les pieds et qui ne finissent pas leur bloc. Le running back va gagner 3 yards. Mais ça fait la différence entre un running back qui gagne 3 yards et un running back qui court 15, 20, 30, 50 yards pour un touchdown parce que le lineman aura fini son bloc. L'attitude de lineman, la ligne offensive, c'est une question d'attitude. Il faut être physique, travailler jusqu'au bout et terminer ses blocs. Gardez bien en tête tout ce que je vous ai dit concernant le positionnement des mains, les coudes, les pouces vers le haut. On va voir tout ça dans la vidéo juste après, donc, qui est en anglais, mais je sais que vous parlez tous parfaitement anglais, et qui est présentée par Bob Wiley concernant l'angle pour un bloc offensif. Coach, on n'arrive pas à entendre le coach Wiley. Ah, vous entendez pas, coach Wiley? Non. Alors, bougez pas. Je ne sais pas si vous avez le son ou pas, mais ce que je vais faire, je vais vous le traduire en même temps et je vais vous le parler en même temps. En fait, donc, ce qu'il expliquait simplement, c'est que ce qui est important au niveau du foot américain, c'est d'avoir un angle, un positionnement du corps et des angles qui soient corrects. On a beau être le plus fort possible, si l'angle n'est pas correct, ça ne marche pas. Donc, il demande au joueur de mettre sa main en l'air, le pouce sur le côté. Et lui, il lui demande de tenir sa main le plus fort possible et il va appuyer. Il appuie et la main tombe. Il appuie et il n'arrive pas à le retenir. Au passage, Bob Wiley est quelqu'un qui a 70 ans à peu près. Le joueur qu'on voit doit avoir une vingtaine d'années. Donc on voit très bien que quand il pousse la main et que le pouce est sur le côté, comme on pourrait bloquer normalement, bah, le joueur n'a pas de puissance pour tenir. Maintenant, la seule petite différence, c'est qu'il lui fait retourner le pouce vers le haut. Et ça, vous pourrez l'essayer avec n'importe qui. Ça marche à tous les coups. Et quand vous voulez expliquer à vos lines, bloquer les pouces vers le haut, bah, vous faites juste cette expérience. Vous lui tendez le bras, vous appuyez sur sa main, et après vous faites pareil, mais le pouce vers le haut. Et regardez. Donc vous voyez, il a 2 mains, il appuie de toutes ses forces et il demande au joueur, est-ce que tu te sens plus fort? Et le joueur lui dit, oui, je me sens plus fort. Et maintenant, il lui fait pareil avec le bras collé au corps. Regardez, il appuie de toutes ses forces et il n'arrive même pas à lui plier le bras. Tout simplement parce que dans cette position, il avait un bon alignement par rapport à ses angles du corps. Donc là, il lui dit, voilà, tu vas bloquer le défenseur, tes mains sont à l'intérieur, tes pouces vers le bas, et donc mécaniquement, tes coudes sont à l'extérieur. Si jamais devant votre écran, vous essayez, vous mettez les mains devant vous, si vous mettez vos pouces vers le bas, mécaniquement, vos coudes sortent à l'extérieur. Vous n'avez pas de force. Il ne peut pas vous pousser. Il ne peut rien faire. Maintenant, il lui dit de mettre ses pouces vers le haut, ses pouces vers le haut,
Et donc, mécaniquement, si vous regardez, vous le faites chez vous, si vous mettez vos pouces vers le haut, vos coudes sont rentrés. Donc, vous avez plus de pouvoir et votre corps est aligné correctement. Et là, il le pousse sans problème. Parce qu'il a mis ses angles du corps dans le bon sens, bien alignés. Et pareil pour les pieds. Donc là, il leur demande de se mettre en place, de s'aligner en parfaite position. Et maintenant, il leur demande juste de tourner un tout petit peu les pointes de pied vers l'extérieur. Et il lui dit, on se sent plus à l'aise, bien sûr. Donc là, il lui dit, maintenant, la prochaine chose qu'il va faire, il va bloquer, comme on a tous tendance à bloquer, en mettant avec le plat de la main. Et donc, il fait comme on a tendance à faire un bloc avec le plat de la main et il montre au joueur ce que ça fait. Et il demande au joueur qu'est-ce qu'il ressent. Et le joueur lui dit je ressens une gifle sur la poitrine. Et en fait, il explique qu'il ressent juste une petite claque parce que toute l'énergie qui est déployée par le O-line qui bloque est dispersée dans toute la main et dans tous les doigts. Toute la paume, tous les doigts, et l'énergie se répand dans tout le corps. Et vu qu'il n'est pas aligné, il n'a pas beaucoup de force. Par contre, si on met le pouce vers le haut, le pouce vers le haut et le coude à l'intérieur, qui se met bien confortable avec ses pieds, toute l'énergie va venir du sol. Et là, quand il le bloque, le joueur ne peut pas retenir. Et là, il a senti un gros coup dans la poitrine. Donc là, il fait doucement. Le coude est à l'intérieur, le pouce est en haut. Et quand il bloque, il y a juste sur la pointe de la main où il y a de la puissance. Juste avec cette partie-là. Donc, il fait une petite rotation de la main et toute la puissance se trouve sur le bas de la paume, ce qui fait que toute l'énergie est au même endroit. Quand il fait le contact, son coude est à l'intérieur et son pouce est en l'air. Donc, ce qu'on veut vraiment quand on punch, c'est avoir le coude à l'intérieur et le pouce en haut. Et quand on fait ce qu'on appelle un bloc double elbow, on a celui qui est en train de faire les pouces en l'air et les coudes à l'intérieur. Et c'est dans cette position-là que le corps est le plus fort. Donc là, il explique qu'il est garde à droite. Là, il lui demande de mettre la main sur lui et d'essayer de le pousser. Et il ne peut pas le pousser. Donc là, il lui demande de remettre son pied comme il faut, de baisser un petit peu sur ses pieds et là, de le pousser. Juste parce que son pied n'était pas bien placé. C'est-à-dire que sur la première fois, le pied était tout ouvert vers la gauche, donc il n'avait pas du tout de puissance dans ses jambes, dans ses pieds, il ne pouvait pas le pousser. Juste en remettant ce pied-là comme il faut, bien aligné, donc on avait un alignement pied-genou, genou-hanche, hanche-bras, il avait le maximum de puissance et il pouvait le pousser. Regardez, si on reprend la vidéo ici, on voit bien sur la vidéo que le joueur a son pied vers l'extérieur. Donc, il n'a pas du tout de puissance. Il a les jambes droites. Il ne peut pas pousser. Et il a beau être costaud, il n'arrive pas à pousser le coach Wiley. Il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas mettre de la puissance depuis ses jambes, ses genoux, ses hanches. Donc, il travaille qu'avec le bras.
Alors que quand il se met en bonne position, juste ici, les pieds sont alignés, les chevilles et les genoux fléchis, il est en parfaite position du corps, et là, il peut le pousser à une main sans problème. Là, le coach, il explique que si c'est une passe protection et que le joueur fait son premier pas comme ça, que le D-line rentre, il n'a aucune force pour l'arrêter. Il n'a aucun power pour pouvoir l'arrêter. Donc, il veut que ce pied soit dans le bon sens. Et là, maintenant, il n'a plus qu'à se reculer, se remettre en position et il peut le pousser. C'est dans cette position-là que le corps est le plus fort quand tous les pieds sont alignés, les pieds, les hanches, les genoux, les bras. Là, il lui explique que pourquoi est-ce qu'il faut relever sa tête. Parce que quand on est en position, ici, le joueur regarde vers le bas. S'il regarde vers le bas, ben, il ne peut pas se relever. C'est-à-dire qu'en regardant vers le bas, sur son premier pas, forcément, il ne va pas pouvoir se relever. Regardez. Bon. Et là, il peut pas. Et voilà. Il ne peut pas se relever, c'est très compliqué. Maintenant, il va lui demander de regarder vers le haut. Et là, il peut se relever. Le coach n'est pas capable de l'arrêter parce que sa tête est alignée avec le reste de son corps. Quand il est en position comme ça, quand on va la remettre, que je la retrouve. Je ne la retrouve pas. Voilà, ici. Ici, il a la tête relevée. Donc, on voit qu'il il a le dos plat. Il a une force qui est parfaite entre les jambes, les genoux, les hanches. Et même si le coach appuie sur sa tête, ben, il ne partira pas par terre. Il appuie, boum, et malgré tout, il arrive à se lever. Voilà. C'est un petit peu toutes les choses. Oups, là. C'est toutes les choses que je voulais voir avec vous par rapport à cette vidéo. Est-ce que cette vidéo est claire pour vous? Qu'il est important d'être bien positionné, d'être bien aligné, d'avoir les pouces vers le haut. Faites cette expérience avec vos O-line. Parce que quand vous leur dites il faut mettre les pouces vers le haut, personne ne comprend trop pourquoi. Vous faites cette expérience, vous leur mettez la main tendue devant avec le pouce sur le côté, vous appuyez, et la main tendue avec le pouce vers le haut, vous appuyez, et la main près du corps avec le coude rentré, vous appuyez. Le O-line ne verra que les résultats positifs de ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est clair? Parfait. Là, je vais vous montrer un petit exercice qui s'appelle un leverage drill concernant le run block. C'est-à-dire que le joueur qui bloque met ses mains à l'intérieur. Et vous verrez, donc, à tour de rôle, il y en a un qui bloque, il y en a un qui est joueur de ligne défensive, et à tour de rôle, on remet les mains à l'intérieur. On remet les mains à l'intérieur. Donc là, vous allez le voir avec cette petite vidéo. C'est pas grave s'il y a pas de, si vous n'avez pas le son. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. On doit apprendre, bah c'est marqué, learn to bend his knees. Il faut plier ses genoux et pas plier son dos, pas se pencher en avant. C'est beaucoup de linemen, quand on leur dit de se mettre bas, de se baisser, qu'est-ce qu'ils font? Ils se penchent en avant. Et donc, du coup, ils ont les yeux qui regardent vers le sol. Et en fait, quand on dit à un lineman de se baisser, c'est de se baisser sur ses genoux, de plier ses genoux pour être le plus bas possible. Et on en revient au tout début de ce que je vous avais dit. Il fallait qu'un O-line soit souple. Et notamment pour cette capacité de flexion au niveau du genou.
Et là, le but, c'est de leur apprendre à baisser ses genoux, à baisser leur centre de gravité en pliant les genoux. Celui-là, c'est le D-line, le coach et le D-line. Donc, le joueur est au line. Il drive, il drive, il drive. Arrivé au bout des sleds, on change de rôle. Celui qui était D-line passe au line. Donc, il doit se baisser, remettre ses mains à l'intérieur et driver, driver, driver. Regardez comme ils le font bien. Il se baisse et il drive, il drive, il drive. Drive, 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 drive. On remet les mains et on redrive et on bouge les mains et on bouge les pieds. Quand vous avez perdu au niveau de l'équilibre, ce qu'il faut faire quand le D-line commence à vous reculer, à vous mettre sur la reculoire, plier ses genoux, baisser ses genoux pour être plus bas que le défenseur. Il faut que les mains viennent vraiment pour reprendre la position à l'intérieur violemment sur le D-line. Et il faut baisser son centre de gravité, que ce soit au niveau des. Il faut baisser ses hanches, baisser son centre de gravité des hanches en pliant ses genoux. Ça ne sert à rien de se pencher en avant, ça sert à rien. Ça se passe vraiment au niveau de ce centre de gravité. Donc, il faut baisser ses genoux, être plus bas que l'adversaire et travailler avec les mains à l'intérieur du jersey. Voilà, ils reprennent, vous avez vu, les mains. Vous voyez de côté ce que ça donne. Drive. Et l'autre, il passe. Et on drive. Voilà. Vraiment, on change. On se baisse et on pompe les pieds. Ça, c'est un exercice qui est très intéressant à faire, qui ne demande pas beaucoup de matériel. Vous voyez, il y a deux boudins au milieu pour avoir les jambes bien écartées. Mais en fait, le coach, chaque fois que l'élément arrive à un bout des boudins, il donne un coup de sifflet tout simplement pour changer le côté du drive. Voilà, très succinctement, parce qu'on n'a pas non plus une séance de 15 heures et je pourrais y passer des heures entières sur le bloc de course. Mais voilà très succinctement le bloc de course. Pour résumer, il faut des pieds actifs, une main active, mettre les mains dans le bon sens et utiliser de la mécanique. Le foot, c'est que de la mécanique. Bien placer ses mains, le pouce vers le haut, en bougeant ses pieds, les mains à l'intérieur, et vous allez gagner le combat des tranchées. Mais malheureusement pour les O-line, une fois qu'on a appris à bloquer à la course, il y a aussi quelque chose qui est complètement antinomique, qui est du bloc de passe. C'est-à-dire que le bloc de course, on va vers l'avant, tout le temps vers l'avant, et le bloc de passe, on va plutôt vers l'arrière. Donc, il y a quelques règles par rapport à la protection. La première responsabilité du O-line, c'est de toujours protéger son intérieur. Pourquoi ? Parce que c'est le chemin le plus court au quarterback. Donc, si un D-line vous bat, il faut toujours, au pire, si on se fait battre, se faire battre à l'extérieur. Jamais à l'intérieur. Il faut toujours avoir une base large. Pourquoi ? Pour être très stable, pour avoir un bon centre de gravité, pour ne pas se faire bouger, et une bonne extension des bras. Une bonne extension des bras pour éviter de se faire attraper le maillot, pour éviter au D-line de pouvoir travailler. Donc, plus on a une bonne extension de bras, mieux ça permet de faire une passe protection. Il faut avoir toujours les pieds en mouvement et les mains en mouvement. Pourquoi les pieds ? Pour être capable de toujours se repositionner par rapport au line. Et pourquoi les mains ? Pour toujours garder le contact
avec le D-line. Quand je jouais avec Aix-en-Provence, je me souviens d'un garde avec lequel je jouais qui s'appelait Théma Lenoir, qui était un Tahitien, mais qui détruisait ses adversaires en leur mettant des plats avec la main. Et tout le long où il faisait ses blocs, il leur mettait des grandes claques de main, comme vous avez vu Coach Wiley qui faisait, et les joueurs, à la fin, ils en avaient marre. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils arrivaient vers lui, non seulement ils se faisaient frapper, mais en plus, à chaque fois, ça cassait leur charge. Donc, il fallait qu'ils recommencent leur mouvement. Quelque chose qui est important pour un O-line sur la passe, c'est d'être patient et ne pas se compromettre. C'est-à-dire ne pas attaquer le défenseur. Si vous l'attaquez, vous allez réduire la distance avec lui et il va pouvoir travailler. Il va pouvoir vous faire des swims, des rips, des speed moves. Alors que si vous laissez une distance, bah, à un moment, c'est le défenseur qui va être obligé de s'engager et vous pourrez à ce moment-là le bloquer comme il faut. Il ne faut pas l'attaquer. Jamais, 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 jamais. Il ne faut pas faire de pas positif vers l'avant. Parce que si vous allez vers l'avant, le défenseur, lui, va vous faire un mouvement et vous n'aurez plus la possibilité de revenir le bloquer en arrière. Une règle que moi j'apprends à mes O-line, qui pour moi est importante, c'est toujours de garder une relation, ce que j'appelle de l'œil extérieur sur l'œil intérieur du O-line. Si on suppose que le ballon est ici, au petit niveau du point bleu, le D-line dans cette position-là n'a qu'un seul choix, c'est de travailler de ce côté-là. Alors que si on se met en face à face, bah on laisse deux côtés au D-line pour travailler. Donc pour moi, la relation œil extérieur, œil intérieur est toujours primordiale. Et du coup, ça permet d'avoir une bonne position pour créer une poche pour que le QB puisse lancer tranquillement. Alors que si sur notre premier pas, le O-line veut se replacer au milieu, si le D-line a décidé de faire un stunt en dedans, bah le O-line est fucké. Alors que là, sur sa position, si le D-line veut faire un stunt, le O-line a juste à faire un pas agressif et pour pouvoir le tricher, pour pouvoir le bloquer. Un O-line ne doit pas ce qu'on appelle liner, tricher vers l'avant. Pourquoi? Parce que si le D-line fait une technique push and pull et que vous linez, bah vous n'avez plus aucun moyen de le bloquer. Il faut toujours avoir une bonne balance pour rester en équilibre. Il faut savoir reconnaître les moves défensifs, les swims, les rips, les spin moves, les bull rush. Et là, pareil, il y a tout un tas de techniques pour les contrer. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps de voir ça ce soir. Mais c'est quelque chose qui peut faire partie d'une prochaine séance si vous le souhaitez. Quelque chose de très important, il faut savoir à quelle profondeur lance le QB. Est-ce que le QB fait ce qu'on appelle un quick pass, ou dans ce cas-là, il recule de 3 pas? Est-ce qu'il fait une passe normale, 5 pas, ou est-ce qu'il fait une longue passe, 7 pas? Parce qu'en fonction de si c'est une quick pass ou une longue passe, le bloc ne sera pas le même. Sur une quick pass, on doit bloquer 3 secondes. Sur une longue passe, il faut bloquer au moins 5 secondes. Donc, il faut créer une poche. Sur une quick pass, ce qu'on veut, c'est que le défenseur baisse ses mains. Et donc, pour cela, il faut faire un pas agressif pour casser sa charge. Parce que le lanceur, le QB, va lancer dans du rythme. C'est-à-dire qu'il va faire 3 pas et il va lancer. Donc, il faut vraiment que le défenseur ne puisse pas pénétrer la poche. Mais si le O-line ne sait pas ça, si le O-line ne sait pas que sur un fade, bah, c'est 7 pas, et que sur un slant, c'est 3 pas, il va faire toujours le même bloc, mais malheureusement, le bloc ne sera pas adapté à la situation. Compte tenu de l'heure, qui est déjà quand même assez avancée, on arrive sur à peu près 1 heure, ce que j'avais fixé, je vous ai mis 2 petites vidéos très, très instructives concernant des exercices pour le pass blocking drill pour le O-line. Donc, la première, bah, c'est simplement moi un exercice que je fais faire très, très souvent à mes linemen pour travailler leur passe protection et pour se déplacer, juste en gardant ses mains et juste en gardant le leverage. Alors là, lui, il a le genou un petit peu trop en dedans, mais l'idée est vraiment là. Et surtout, voilà, là-dessus. Quand on se déplace, avec les mains devant, avec un ballon pour garder ses mains devant et pour sortir ses mains. Le joueur se déplace, il fait des pas in-out, et là, pareil, en gardant les mains hautes et en gardant ses pieds avec une base bien, bien large. Ça, c'est un bloc de course. Voilà. Ça, c'est un exercice que je fais toujours pour le warm-up. On se déplace, kick and slide, kick and slide, kick and slide, power step. On va remettre celui-ci parce que celui-ci est très intéressant. Voilà. Kick and slide. Passe pro classique,
le joueur kick, slide, kick, slide. Son défenseur veut rentrer à l'intérieur. Le O-line fait ce qu'on appelle power step, un pas intérieur puissant. Power step, power step. Ce pied-là empêche la pénétration intérieure. Et donc, moi, quand je fais les entraînements O-line, je fais toujours cet exercice, notamment pour le warm-up. Ça permet de bien travailler au niveau des jambes, le kick and slide et le power step. Pareil, kick and slide, kick and slide. Power step, power step, power step. Kick and slide, power step. Là, après, on a des autres exercices de musculation qui n'ont rien à voir. Kick and slide. Vous voyez, quand on vous dit de rester bas, vous pouvez travailler. Moi, je l'avais fait ça, à Nîmes. On n'avait pas un gros budget. Mais là, vous voyez, en fait, c'est juste des petits tubes de PVC qui sont emboîtés les uns dans les autres. Et vous pouvez créer des cages comme ça pour vos linemen pour rester bas. Ça coûte vraiment pas très cher à faire. Une cage comme ça, je pense que ça va coûter une dizaine d'euros grand maximum. Et ça permet pour les O-line d'avoir ce qu'on appelle des cages pour rester bas et pour travailler bas. Et vous voyez, là, le joueur, il fait son kick and slide dans la cage et ça l'oblige à rester bas. Et on demande toujours au line à exagérer le mouvement quand on est à l'entraînement, parce que sinon, après en match, qu'est-ce qui se passe? Le joueur, il travaille, il est tout droit. Là, on est sur du bloc de course. Voilà. Ça aussi, pour apprendre à rester bas, c'est un exercice que je fais très régulièrement avec les joueurs. C'est-à-dire qu'on fait son kick and slide avec un ballon, un medicine ball à la main, pour rester bas, pour s'obliger à rester bas. Le joueur, il ne peut pas se relever, sinon le ballon ne recule plus. Kick and slide, power step. Kick and slide, power step. Et vous voyez, le joueur, il reste droit et il garde quelque chose de très important. Et lui, il l'a très bien fait. Voilà, il garde ses épaules parallèles. Il garde ses épaules parallèles, il ne tourne pas ses épaules. Ses épaules sont parallèles à la ligne de scrimmage. Et si son joueur revient en dedans, s'il y a un blitz, il est capable de réattaquer la ligne. Oups. Et maintenant, la dernière petite vidéo que j'avais marquée, j'avais mis, c'est un petit peu le même genre. Pareil, celle-ci, je la fais aussi. Si elle veut marcher. Voilà. C'est pas tant la qualité du joueur parce que son kick and slide n'est pas exceptionnel, mais c'est plus pour vous montrer l'exercice. Donc le joueur est en position. Alors lui, il est en 2 points, mais ça marche pareil en 3 points d'appui. Il fait son kick and slide et là, il change de pied. Kick and slide et il change de pied. Kick and slide et il change de pied. Kick and slide. Et ça, c'est des exercices pour les O-line qu'on peut faire très facilement à l'échauffement. On se met en position avec une paire de cônes. Kick and slide, kick and slide, kick and slide et on change de pied. Ça permet vraiment de s'échauffer d'une bonne manière pour pouvoir attaquer après l'entraînement. Et ensuite, quand on demande au O-line de garder la tête levée et de puncher, on peut le travailler avec c'est-à-dire que le joueur, il fait son kick and slide et quand le ballon arrive, il punch. Punch. Kick and slide, punch. Punch. Kick and slide, punch. Voilà. Et ça, c'est des choses, vous voyez, que vous pouvez faire très facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros investissement en matériel. Vous avez quelques cônes, un ballon, et c'est quelque chose qui peut être fait très facilement. Voilà, j'avais prévu 1 heure. On arrive pile poil à la fin de cette présentation. On est impeccable dans le timing. Si vous avez des questions, maintenant, je reste à votre entière disposition. De ma part, tout est parfait. Les autres, s'il y a des questions, Est-ce que c'était clair? pour moi, on ne peut pas être plus clair que ça. J'ai essayé de mettre des vidéos, j'ai essayé de mettre des schémas très simples, de rester sur du très basique, que ce soit au niveau de la positionnement, que ce soit au niveau du bloc, parce qu'après, on peut rentrer dans des schémas de bloc. Hop là, je vais arrêter ici le partage d'écran. Voilà, après, on peut rentrer dans des schémas de bloc en expliquant les jeux, en expliquant sur des formations, mais après, on rentre plus sur de la technique.
j'allais dire, comment dire, ne serait-ce que le down block, on peut y passer quasiment une demi-heure à dire, voilà, sur un down block, il faut mettre le pied comme ça, il faut mettre la main comme ça, il faut mettre. Mais si on n'a pas tout le reste avant, ça sert à rien. C'est-à-dire que si avant le joueur il ne sait pas se positionner au début, s'il ne sait pas qu'il faut qu'il aille la main vers le haut, qu'il aille le coude en dedans, alors c'est vrai que moi maintenant, après 25 ans, je le fais naturellement. Quand je montre des blocs, systématiquement, je mets mes mains vers l'avant parce que c'est un automatisme. Mais quelqu'un qui ne sait pas, il va mettre ses mains comme ça. Et comme on le voit, les coudes sont à l'extérieur et quand il va pousser, ça va rentrer. Alors que si on ne lui explique pas, et pour moi c'est la base, si on ne lui explique pas qu'il faut bloquer les pouces vers le haut et les coudes à l'intérieur, tout ce qui est après, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai vraiment essayé en une heure de condenser le basique du basique, que ce soit au niveau de la mentalité du all-line, que ce soit au niveau du stepping, du footing du all-line, que ce soit pour la course ou pour la passe.